Merci à tout le monde. Avant de commencer, je voudrais remercier l'Association des sciences régionales de langue française pour l'invitation, en particulier Lisa, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, et aussi les comités locaux pour avoir organisé cette magnifique conférence qui roule si bien sur toutes les différentes dimensions. Et bien sûr à vous que vous avez décidé de participer à cette session-là. Et donc, je vous préviens que dans cette session, je l'ai pensé surtout pas pour introduire de nouvelles théories ou introduire de nouveaux résultats, mais bien pour partager avec vous des pensées en faisant référence sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant sur le thème des proximités et surtout appliqué à les régions périphériques et ultrapériphériques de l'Union européenne. Et de là, après, avoir du temps pour faire un débat, okay, pour faire un échange d'idées. Donc, André, je t'ai déjà demandé, quand je suis plus ou moins vers 40-45 minutes, tu m'arrêtes pour laisser le temps. OK? Donc, comme dit le titre, c'est exactement penser au terme de proximité dans le sens des régions périphériques. Les raisons de ce choix, parce que apparemment, directement, ça se paraît quelque chose d'évident, non? Les régions périphériques ou ultrapériphériques, si on le regarde simplement d'un terme géographique, il n'y a pas beaucoup à dire sur la proximité. Mais il y a toute une série de dimensions de la problématique qui sont très importantes et je crois que c'est une réalité à ne pas oublier. Parce que normalement, on dit oui, normalement, c'est quelqu'un de distant, il y a une distance géographique, on a les problèmes de l'accessibilité, on apprend des problèmes qui découlent de cela, et on prend ça comme des faits accomplis. En réalité, ce ne sont pas des faits accomplis, ce sont des situations dans lesquelles on peut intervenir et dans lesquelles on doit intervenir pour le bien-être des gens et des personnes. Donc, je pense que c'est une réalité à ne pas oublier. En deuxième chose, ici, on est dans l'Union européenne, et je pense que ceci, c'est un des défis les plus importants de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, nous avons plein de défis au niveau social, au niveau environnemental, au niveau économique, à différents niveaux. Ceci est un des défis les plus compliqués à gérer, mais les plus intéressants, parce qu'il permet d'avoir vraiment une action, une intervention coordonnée, organique, de différentes dimensions, de différentes axes d'action de l'Union européenne. Donc, je pense que là aussi, on peut apporter des choses importantes pour la réflexion. Finalement, normalement, après l'expérience Covid, on a toujours dit la distance est morte parce que les nouvelles technologies nous permettent de nous approcher. Ça, c'était justement au moment du Covid. Après le Covid, on a eu beaucoup d'études, beaucoup de réflexions sur le fait que ce n'est pas vraiment vrai. L'importance d'avoir encore un contact personnel avec les gens, c'est très important. Donc, on ne peut pas dire que la distance est morte, on ne peut pas dire que les nouvelles technologies sont la solution de tous les problèmes de ce monde, mais quand même, ils peuvent aider en support, ils peuvent donner un soutien pour chercher un peu à limiter certains types de problématiques. Et donc, pour commencer, je pense que c'est important d'avoir une vision de qui on est en train de parler, c'est-à-dire qui sont les régions périphériques ou ultrapériphériques de l'Union européenne et de chercher plus ou moins avec quelques indicateurs pour un peu entendre de quoi on fait référence. Bien sûr, je fais déjà la déclaration que les indicateurs que je vous présenterai, ce sont quelques indicateurs, ce ne sont pas la totalité. Ils ne prétendent pas de donner une image complète, mais en ce sens ici, ils donnent quand même quelques éléments de réflexion intéressants, surtout de ces régions périphériques ou ultrapériphériques par rapport à la réalité, commençons, géographique dans laquelle ils appartiennent. Le premier indicateur d'où on part normalement, c'est le PIB per capita, sur par tête. Et ceci, c'est une parité de pouvoir d'achat. Comme cela, on peut faire la comparaison. Ici, alors, je fais un premier choix des évidences empiriques à vous montrer. Et les choix, c'est les suivants. La définition au sein de l'Union européenne des régions périphériques, est pratiquement géographique. Je veux dire, ce sont les régions qui sont lointaines de ce que c'est le centre de l'Union européenne, centre économique, qui c'est aussi les centres où on a plus de densité. Mais quand on parle de périphérie de l'Union européenne, on a une dimension
plus, si vous voulez, environnemental, que c'est important que la suivante. Il y a des régions de l'Union européenne où est pratiquement, je ne dis pas impossible, mais très difficile à vivre, qui sont les régions du Nord, donc la Laponie, la Finlande, etc. Donc, ces régions, je les quittais de mon échantillon d'analyse parce qu'effectivement, là, on a des problèmes environnementaux, comme je dis, qui font assez compliqué même qu'il y a une certaine densité des populations qui vivent là-bas, un certain type de gestion. Donc, dans mon échantillon que je prends ici et que je considère, je prends normalement les réalités de l'Europe insulaire, et c'est-à-dire des îles, de la Méditerranée, de parties un peu de l'Atlantique, jusqu'à arriver au territoire d'outre-mer. Et qu'est-ce que je fais avec ces territoires, avec ces choix? Je fais une comparaison avec les territoires proches géographiquement à eux, qui ne sont pas normalement de l'Union européenne, mais quand même, ils nous donnent un point de vue intéressant pour voir, comme premier élément, quelle est la situation plus ou moins au niveau économique, un indicateur de synthèse économique comme c'est le PIB, et voir qu'est-ce que ça dit. Le premier tableau qu'on a ici, donc, je prends 2 années de référence, 2010-2020, parce que j'ai trouvé des données comparables. C'est pas parce que je voulais pas aller, j'aurais aimé aller bien plus arrière du temps, mais je n'avais pas des données vraiment de confiance pour être comparables, donc je l'ai mis sur les dernières années. Et je prends, donc, vous voyez, ce que je vous disais, les îles du Sud. Et donc là, on a des îles qui sont françaises, espagnoles, italiennes, du Portugal et de la Grèce. Et qu'est-ce qu'on voit dans les PIB per capita de cette île? Bon, on voit carrément qu'il y a des situations dans lesquelles, au sein de l'Europe continentale, on dit comme ça, des situations dans lesquelles les îles sont normalement au-dessus de la moyenne européenne, chose que on peut s'attendre, vu toute la situation, tous les différents programmes des fonds de cohésion qui ont été créés au sein de l'Union européenne. Mais il y a un détail assez important. Il y a des îles qui, en termes de pouvoir d'achat, en 10 ans, améliorent leur position, et des îles qui empirent beaucoup. Donc, les îles qui améliorent, par exemple, on a ici la Corse, on a ici la Sardaigne, par exemple. Mais si vous voyez, les îles Baléares, ils ont un mouvement inverse. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans cette réalité que ce n'est pas vraiment la distance, parce que si je dois voir la distance entre la Corse et le centre de l'Europe, ou la distance entre les îles Baléares et le centre de l'Europe, il n'y a pas de différence géographique importante. Donc, ça veut dire que la distance n'explique pas toujours les problématiques ou la performance au niveau, au niveau économique. Par exemple, si nous allons vous avez les Azores sont au milieu de l'océan Atlantique, sont bien plus loin que les Baléares, et bien, ils ont leur situation au niveau des PIB par tête, elle est fortement améliorée. Donc, je crois que ça, c'est important, et même aussi Madeira. Un point. Donc, c'est pas dit qu'être une île, on est, si vous voulez, on veut simplifier un peu, on est destiné à une situation de crise permanente, de croissance, etc. Non, c'est pas vrai du tout. Il y a des réalités comme ça, mais il y a des réalités aussi différentes. Et donc, dans ce moment et dans cette dimension, c'est important de voir quelles peuvent être les dimensions qui nous permettent d'aller dans une trend positive. L'autre partie du monde dans laquelle on va, c'est près d'ici, ok? Donc, on voit les régions d'outre-mer de la France, dans cette area du monde, la Réunion, Mayotte, et après on les compare avec les Maldives, Maurice et Seychelles, ok? Qui sont les îles plus près, qui plus ou moins partagent la même dimension géographique. Et on voit quoi? Ben, on voit qu'on n'est pas trop mal par rapport à nos voisins. On n'est pas trop mal. On laisse en seconde dehors Mayotte parce que c'est un thème un peu particulier institutionnel. Mais si on prend la Réunion et le compare aux autres, ben, on dit que plus ou moins au niveau de Mauritius, sans doute meilleur que les Maldives. Donc, quand même ici, c'est quand même intéressant dans le sens que la géographie, c'est plus ou moins la même, mais ici, vous voyez, on a une autre dimension pour laquelle on a des interventions, on a des initiatives qui sont prises et qui, de toute façon, aident au développement local. Au développement local qui ici,
est représenté par le PIB par tête. Et après, on part de l'autre côté du monde, en Amérique latine, aux Caraïbes et l'Amérique latine. Donc ça, c'est la moyenne du PIB per capita en Amérique latine. Et ici, on a la Guyane française, la Guadeloupe et la Martinique. À nouveau, pas trop mal. Pas trop mal par rapport à ceux qui sont les voisins. Je répète que ceux-ci sont donnés à parité de pouvoir d'achat, donc sont complètement comparables. Okay? Il n'y a pas de problème monétaire derrière, il n'y a pas de problème de taux d'échange parce que ce sont tous en euros. Et voilà, donc on voit ici quand même que pas seulement la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ont enregistré une évolution positive en termes toujours de PIB per capita, mais ils sont bien au-dessus d'autres réalités de ces pays. Okay? Je sais bien qu'ici, on a une grande hétérogénéité, mais quand même, comme mesure de synthèse, c'est très important. Et à nouveau, là, le résultat qu'on peut tirer de ça, c'est pas vrai du tout qu'être une île, donc être un territoire périphérique ou ultra-périphérique, c'est toujours un élément négatif d'entrée pour les possibilités de croissance et pour les possibilités de développement de la région. Mais bien sûr, le PIB, ce n'est pas vraiment l'unique dimension. On va voir la deuxième dimension qu'on aura, que c'est la densité des populations. Cette dimension, c'est très important parce qu'après, quand on fera un peu de discussion en relation à la littérature, on verra bien que la densité, c'est plus ou moins une approximation de la taille du marché, de la possibilité effectivement d'avoir des agglomérations, etc. Ici, la densité des populations, c'est un peu particulière parce que ce n'est pas sur tous les territoires. Non, parce qu'évidemment, il y a des territoires où il y a une limitation physique pour le fait qu'on puisse avoir une concentration des populations, mais c'est sur les territoires qu'on peut vivre, entre guillemets. Okay? Donc, ce n'est pas éliminant toutes les limitations géographiques qu'on peut avoir. Et qu'est-ce qu'on voit? À nouveau, notre île. Ici, je n'ai pas pris la comparaison avec les autres États en dehors de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que c'est pas vrai d'entrée que dans un territoire périphérique, on a une petite taille de marché. Pourquoi? Parce que ici en bas, comme exemple, j'ai mis la moyenne de l'Union européenne et ce n'est pas vrai du tout. Okay? On a des endroits, évidemment, où on a une baisse densité des populations, donc une baisse potentielle taille de marché, et d'autres réalités qui sont bien plus élevées. Okay? Et je pense, par exemple, ici à La Réunion, ça à nouveau, on le laisse à côté parce que c'est vraiment un outlier, comme on dirait. Et il y a d'autres qui quand même sont au-dessus, au débat. Donc, autre mythe, pas vrai, c'est pas vrai que dans les territoires îles périphériques, on n'a pas suffisamment une taille de marché. Il y a quand même des situations et des conditions où on a une taille de marché tout à fait comparable à celle que peut avoir dans l'Europe continentale. Autre indicateur important, l'âge moyen. Pourquoi l'âge moyen est important comme indicateur? L'âge moyen est important pour deux dimensions. La première, c'est pour voir la quota des populations d'un territoire qui est susceptible d'être en âge de travailler, donc susceptible d'être en âge d'être productif. L'autre côté, c'est que aussi, si on a un âge moyen assez élevé, ça veut dire qu'on est dans une situation où la population est presque assez âgée et on a toute la dimension et la problématique liée au thème de la pension, de la sostenibilité, de la dépense sociale, de la santé, etc. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Ben, on dit que plus ou moins les îles partagent les mêmes compositions démographiques de l'Europe. Okay? Alors ici, je fais une erreur parce que ce n'était pas le bon. En Europe, l'âge moyen, c'est 45 ans. Mais non, et si c'est 40, évidemment, ce n'est pas 104. Exactement. Donc, ça, c'est évident. Non, vous ne pensez pas ça. C'est une erreur à moi, désolé. Mais je vous dis, la moyenne, c'est 45 ans maintenant et 40 il y a 10 ans. OK? Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, hormis Mayotte, à nouveau, pour ce qu'on avait dit, plus ou moins on y est. Je veux dire, plus ou moins on est dans le même échantillon. Il y a quand même des exceptions comme la Guyane française, mais le reste, quand même, c'est plus ou moins la même
démographie, hein, la même type de pyramide d'âge. Donc, en termes structurels, ce que ça nous rapporte, cette information, que, OK, il est fort prévisible qu'au niveau des problèmes sociaux, les zones périphériques comme la moyenne de l'Union européenne, c'est pratiquement comparable. Et donc, les problèmes qu'on peut avoir des sostenibilités, des nécessités, des services sociaux d'un côté à l'autre, c'est vraiment quelque chose d'assez commun. Mais évidemment, la statistique, on doit toujours prendre avec précaution, parce qu'on dit c'est en moyenne, mais on ne dit pas qu'est-ce que c'est la distribution en fait. Il nous dit en moyenne, mais en moyenne, souvent, ce n'est pas vraiment représentatif si on a une distribution qui est plus, avec des poids plutôt vers certaines couches de population plutôt que d'autres. Et c'est pour cela que j'ai calculé ce que c'est les rapports de dépendance. C'est quoi les rapports de dépendance? Le rapport de dépendance est un ratio entre la population qui, pour des raisons d'été, n'est pas en âge de travailler, par rapport à la population qui est en âge de travailler. Donc, le numérateur de cet indicateur inclut tous les gens qui ont moins de 15 ans et les gens qui ont plus de 65 ans. Et le dénominateur de ça inclut les personnes entre 15 et 64 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'un indicateur assez élevé de ça, ça veut dire qu'on a une couche importante de la population qui ne travaille pas, okay, et qui n'est pas productive sur un certain temps, et il a besoin, évidemment, d'une série de politiques sociales dans la vie quotidienne. Tandis que des indicateurs assez baisses de ça, on a un autre type de dimension. Je veux dire, on dit que la quantité de personnes qui vivent en âge de travailler, ben, c'est assez important. Ici, ce qu'on voit, c'est que les indicateurs, hormis notre outlier, les indicateurs nous disent que carrément, il y a une partie assez importante des populations en âge de travailler. Okay? Donc, les indicateurs sont normalement assez petits. Ça, c'est une interprétation. Mais l'autre interprétation, c'est aussi de dire que on a ces populations en âge de travailler, donc on a des ressources là, mais il faut bien voir combien de personnes continuent à être résidentes ici ou sont migrées. Donc, parce que quand on a ce rapport de dépendance, on a les personnes qui encore ont la résidence dans un certain endroit, et on n'est pas dit que les gens qui ils ont migré pour des travaux, pour travailler dans un autre endroit, ils ont bougé la résidence. Peut-être qu'ils sont toujours dans le même endroit. Donc là, cet indicateur nous laisse penser que toutes les fois qu'il est assez baisse, ça veut dire que quand même il y a des ressources, des capital humain, des possibilités aussi pour avoir des éléments de croissance. De l'autre côté, il faut faire attention en disant que quand même, il y a ici toute la dynamique de la migration. Et la dynamique de la migration, on ne peut pas toujours la capturer. Hein? Mais en général, ce qu'on peut tirer de cette table, et surtout si on compare ces 2 années, okay, c'est que la situation est bien améliorée dans le sens que comme l'indicateur est baissé, ça veut dire que le dénominateur a monté. Et donc, ça veut dire qu'on a plus de gens ici résidents ou techniquement résidents qui ont la capacité de pouvoir générer des ressources, donc des thèmes de valeur ajoutée. Donc, ce que nous donne l'image, c'est vraiment une image en disant, OK, c'est vrai, on a des territoires périphériques, on a des territoires qui sont bien distants du centre, mais c'est ça, c'est pas a priori centre de l'Union européenne, mais c'est ça, c'est pas vraiment a priori un problème qui nous limite dès l'entrée aux capacités du développement. Donc, ça, c'est ce que disent les données, ça, c'est ce que disent les images, les figures. Qu'est-ce que nous dit pratiquement la théorie? Donc, on revient à ce qu'on est un modèle d'analyse très commun, donc on a vu aussi hier, que c'est carrément le modèle typique de la nouvelle économie géographique, qui est surtout à partir des années 90. Et il a élaboré tout un cadre d'analyse dans la dimension du modèle d'équilibre général, d'où effectivement on met toujours dans les points, les focus d'analyse des pays et des régions, avec l'intervention des coûts de transport
qu'ici, les coûts de transport, ce n'est pas seulement les coûts de transport physiques, mais c'est aussi les limitations en termes institutionnels, à échanger biens et services, etc. Donc, c'est un cadre très synthétique. On a normalement 4 régions. On a 2 types de coûts de transport, qui sont les transports nationaux et les transports internationaux. Et en faisant bouger la taille des marchés, les coûts de transport et différentes conditions, on peut déterminer quel est l'endroit qui peut avoir plus de probabilité de développer, d'être riche, d'être plus attractif pour l'agglomération par rapport aux autres. Et normalement, un des résultats, évidemment, qu'on a toujours, c'est de dire que c'est l'endroit qui a la meilleure accessibilité. L'endroit qui a la meilleure accessibilité, qui est bien plus communiqué, on dit comme ça, qui souffre moins des coûts de transport et des coûts d'échange, c'est celui où il normalement va attirer plus d'agglomération et ceci implique plus de concentration. Il y a quand même, donc ça c'est le setting général. Il y a quand même un papier qui a été publié en 2006 qui prend en compte le cas des régions qui sont des îles. Et dans ces cas ici, des régions qui sont des îles ou quand même des régions périphériques, il y avait en conclusion, que c'est la suivante. Ils disent, bon, si on est toujours dans ce type de framework, de cadre d'analyse, si on a dans une situation où on a une région périphérique, laquelle elle ne souffre pas vraiment des problèmes de perte d'intérêt pour part des entreprises. Donc, elle peut devenir aussi un élément d'attractivité pour les entreprises. Quand pratiquement on a une condition assez précise, que c'est quand les coûts de transport interne dans les coûts de transport domestique sont très élevés par rapport aux coûts de transport international. Donc, dans ce cas ici, les régions périphériques peuvent aussi être centrales dans les thèmes de ce type d'analyse. Et donc, c'est bien, les modèles fonctionnent, c'est très bien. Si on veut porter ces modèles dans la réalité, on a un problème. Et dans le sens que ces modèles, et que quand on a un système comme celle des îles que je vous ai montré avant, parler des coûts domestiques, c'est un peu compliqué. Parce que, évidemment, pour des questions géographiques, pour des questions des situations, constitution géographique d'une île, parler des coûts domestiques élevés, il n'y a pas d'autre choix, ce n'est pas vraiment un choix à laquelle on peut intervenir. C'est une situation de la nature dans laquelle nous, comment dire, on ne peut rien faire. Et donc, ce résultat ici, ce n'est pas totalement vrai, ça ne pique pas totalement dans les cas des îles, comme celles qu'on a pris en considération jusqu'à maintenant. Donc, la définition de l'approche théorique où pratiquement la distance, la proximité est seulement liée à des coûts de transport, est totalement inefficace et est totalement incomplet pour pouvoir représenter la réalité dont nous, on est intéressés aujourd'hui. Donc, ce type d'approche, il nous dit quelque chose, il peut nous aider, mais ceci se fixe sur un élément qui, dans la réalité, ce n'est pas vraiment l'approche la plus importante. Ça, c'est un type d'information que nous a donné la littérature. La littérature en sciences régionales aborde ces problèmes de différentes perspectives. Donc, moi, ici, je ne dis pas exactement qui va dire quoi, parce que je veux offrir une vision assez synthétique des concepts qui ont été produits. Et après, donc, on partira en discuter. Bon, ce qu'on a vraiment entendu, et là, c'est vraiment un élément important de la science régionale. D'ici, alors, je veux aussi dire que bon, l'école française, l'école des sciences régionales françaises, c'est vraiment une école dans laquelle il a fait beaucoup de contributions dans ce domaine ici. Donc, sûrement, vous verrez dans les expressions et dans les formations que j'ai mises ici, vous allez reconnaître beaucoup de gens d'entre vous. Donc, la question d'être périphérique n'est pas seulement géographique. Ça, c'est une conclusion qu'on a vue, nous, avec les données, qu'on a bien définie aussi à partir du modèle qui ne s'applique pas, mais c'était une conclusion pas nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle conclusion, c'est quelque chose qui c'était déjà assez important. Donc, d'ici, la nécessité de penser à une nouvelle dimension de la proximité, qui ne soit pas vraiment seulement la proximité géographique,
La nouvelle dimension qui sont, par exemple, la proximité dans le sens d'interaction des agents, la proximité qui vont dans le type d'institution qu'on a dans le territoire, la proximité pratiquement de comment organiser certaines activités. On en parlera après. Donc, mais on a des différentes idées de proximité qui sont plus complètes et prennent en compte beaucoup plus la dimension que nous voulons analyser maintenant. Et après, donc, la discussion de la littérature se base en disant, bon, si on a des situations dans lesquelles la proximité n'est pas seulement géographique, si on a des situations dans lesquelles nous avons d'autres dimensions de proximité que nous voulons mettre en place, quels peuvent être les éléments que peuvent déclencher, si on veut, un certain niveau de développement par rapport aux autres. Et donc, dans la littérature, on a vraiment ce débat grand entre ce qu'on appelle la first nature et second nature. Donc, c'est quoi ce type de définition? Donc, quand on parle de first nature, c'est pratiquement tous des éléments productifs ou tous des éléments qui peuvent favoriser la production qu'on trouve en nature. Normalement, des richesses naturelles, des ressources naturelles, ça c'est tout élément de first nature. C'est-à-dire, ce sont des richesses qui ont certains territoires, et donc, ceux-ci peuvent être mis en valeur et à partir de cela, développer certaines stratégies de croissance à partir de ce type de ressources naturelles. Et après, on a ce qu'on appelle les éléments de second nature. Les éléments de second nature sont par contre tous ces éléments qu'on ne trouve pas en nature, mais on construit. On construit parce qu'on le construit, par exemple, avec l'éducation, avec l'élaboration de certaines interactions entre les gens. On le construit avec des collaborations internationales. C'est-à-dire, c'est tous les éléments qu'on crée. Si on veut transformer un peu ou transposer cette idée de first nature, second nature dans des thèmes de commerce international, parce que normalement, ça dépend de ça, la first nature, ça va parler un peu de ce que sont les avantages comparatifs, c'est-à-dire on n'a pas cette ressource. Et ceci, par contre, ce sont les avantages compétitifs. On peut créer notre compétitivité. Donc, voilà, c'est la même histoire, plus ou moins. Ici, il y a des conditions naturelles pour lesquelles nous pouvons avoir éléments qui nous aident au développement, à la croissance. Ici, on a des éléments que, par contre, c'est nous-mêmes qu'on va construire pour ça. Et la littérature est pleine de ces dimensions. Et évidemment, dans toutes ces dimensions, aussi, il y a la dimension institutionnelle en particulier. Surtout quand on est dans une situation dans laquelle on a un système productif en transformation, ou quand on veut créer de nouvelles initiatives, là, la dimension institutionnelle est très importante. Et on verra quel type de dimension institutionnelle. C'est surtout celle liée au territoire, évidemment, mais surtout, mais pas seulement, mais il y a aussi un rôle important par rapport à l'institutionnel supranational ou à niveau national, etc. Donc, la dimension institutionnelle, c'est vraiment une partie importante de tous ces discours que, franchement, il ne faut pas oublier. Donc, ça, ce sont les points importants que la littérature nous dit, qui sont importants pour faire face à ces problèmes de la périphérie, qui n'est pas seulement géographique, et pour, évidemment, et pour, dans un certain sens, chercher de mettre en place des éléments pour faire face au fait que la distance ne peut pas être l'élément qui va destiner une situation de croissance, une situation procrastinée, une situation de négativité, si on veut, socio-économique dans un territoire. Toutefois, les mécanismes dans lesquels notre littérature met en place ou voit pratiquement comment se gère ce type de situation, des fois, ils ne sont pas vraiment, positifs, dans le sens qu'ils disent. On ne donne pas toujours le poids à la distance, mais on prend ces facteurs différents. Et ce qu'on voit que, de toute façon, si on est dans une situation où on a un marché avec une faible densité de population, donc un faible taille de marché, ce qu'on a, on a un petit marché. Et donc, si on a un petit marché, on ne peut pas développer des économies d'échelle locales. Et donc, on revient au même temps, au même problème. Donc, le fait qu'on n'a pas de densité, pas d'économie d'échelle, donc pas de possibilité de créer ce que sont
les avantages second nature, donc les avantages qui nous peuvent donner un certain avantage au niveau international, au niveau local, pour créer et développer des activités productives. Et en fait, la solution, c'est pratiquement la seconde. Normalement, hein, il y a beaucoup de papiers qui arrivent à ces conclusions en disant, bon, comme les économies périphériques sont normalement des économies petites, ce qu'on a, c'est pratiquement une valeur ajoutée, une production qu'ils peuvent faire et interchanger, qui est avec une valeur ajoutée assez basse, donc assez limitée, first nature, donc des éléments surtout au niveau territorial, sans penser à créer un avantage compétitif. Et c'est là, ça qui nous dit, il nous arrive à tomber dans une sorte de cercle un peu vicieux en disant que si on est limité par ça, ben notre spécialisation sera toujours avec des facteurs qui sont facteurs ressources naturelles. Donc, s'ils sont tous des facteurs ressources naturelles, on ne sort pas, on reste toujours dans cette dimension et on ne peut pas voir. Au fait, si on parle et on va dans les théories de la théorie de la croissance, la valeur ajoutée, c'est clé. Dans le sens que tous les moments dans lesquels nous pouvons élaborer des activités avec une autre valeur ajoutée, là, ce sont des dimensions qui nous permettent effectivement d'établir un système productif qui va garantir la croissance économique. Donc, si on n'arrive pas à avoir des activités avec une certaine valeur ajoutée, normalement, on ne peut pas sortir un peu de l'impasse. Et si on est toujours dans des éléments first nature, ben ces éléments first nature sont des éléments qui à nous ne donnent pas vraiment une grosse valeur ajoutée. Donc le message qui nous dit la littérature en tant que telle, c'est pas vraiment bon, on dit. Mais par contre, si on va à nouveau regarder la réalité, ben on a des différentes réalités qui par contre nous inspirent et nous vont quand même être un peu plus soulageants. En premier lieu, nous avons que, c'est vrai, qu'on a des fois des petites économies, c'est vrai, et que ces petites économies, normalement, sont périphériques, mais on voit aussi qu'il peut y avoir des productions avec valeur ajoutée. Et quelles sont les productions avec valeur ajoutée? Normalement, ce sont les productions où on a un rôle important du capital humain, de l'éducation, du succès qui va au sein de ce type de dimensions et aussi au sein des dimensions, par exemple, des nouvelles technologies, des innovations. Alors, ces deux dimensions, c'est tout ce que nous pouvons avoir en termes de valeur ajoutée assez important. Donc, il y a aussi ça. Et si on a ça, donc si on a la capacité de pousser la création de cette activité avec valeur ajoutée, ce que peut avoir aussi, c'est arriver à un mélange de spécialisation productive locale qui mélange ce que c'est la first nature, qui sont les territoires normalement, les avantages normalement liés au territoire, et deuxièmement, ce sont des avantages qu'on crée à partir du territoire. Dans ce type de littérature, on voit normalement la discussion basée sur le rôle du tourisme. Beaucoup de fois, plein de fois, on a pratiquement que les zones périphériques. Ils ont évidemment des avantages first nature parce qu'ils ont des territoires avec des beautés géographiques importantes. Donc, ce sont des destinations importantes du tourisme. Ce serait une spécialisation, pas avec une grande valeur ajoutée, donc first nature, mais dans les moments qu'on est en train de transformer ou donner une nouvelle vision du tourisme, donc transformer et mélanger des éléments aussi plus avec valeur ajoutée parce que, par exemple, on a de nouvelles technologies ou, par exemple, nous avons aussi l'intervention du capital humain dans le tourisme, ben là, on transforme le tourisme même. On transforme le tourisme même dans une activité qui est à basse valeur ajoutée, dans une activité qui a une autre valeur ajoutée. Okay? Donc, ça, quand même, il y a des situations assez importantes. Et surtout dans certaines revues, comme par exemple Economic European Planning Studies, il y a plusieurs éléments et plusieurs cas d'études qui ont démontré ça. Un de ces cas de second nature, éléments compétitifs qui aident des éléments naturels, c'est en Australie. Au nord de l'Australie, que c'est un endroit assez important autour des pertes, que c'est assez important pour du tourisme, ben là-bas, ils ont créé aussi une sorte d'activité
allié au tourisme, que c'est pratiquement une industrie créative et culturelle. Et cela a permis de développer un certain type d'activité dans cet endroit qui était pratiquement seulement un endroit où on avait pratiquement du tourisme. Et si vous pensez à l'Australie, on a le désert au milieu, donc le nord, c'est un peu séparé du sud. Donc, effectivement, c'est une île, bien sûr, mais c'est assez grand. Mais tout que c'est assez grand, les communications internes, sont un peu compliquées. Comme je vous avais dit, une autre activité importante, ce sont toutes les activités où l'éducation est un point important. Et ici, il y a pas mal d'études sur le papier institutionnel, le rôle institutionnel que peuvent avoir les universités, hein, comme on disait justement hier. Le fait, par exemple, d'avoir créé l'antenne ici de l'université de l'île de la Réunion est dans ce type de dimension, c'est-à-dire une dimension pour donner valeur ajoutée au territoire. Après, on a aussi des activités de niche qui sont très importantes, qui sont des activités où on mélange évidemment des situations où il y a une situation géographique favorable pour des activités de haute valeur ajoutée. En particulier, on a par exemple toute une activité d'astronomie aux Canaries, parce qu'il y a un télescope très important dans l'Atlantique. Donc, évidemment, les Canaries sont pour le tourisme, mais le fait d'avoir un certain type de conditions climatiques, conditions géologiques, je ne rentre pas dans les détails, ils ont permis aussi là-bas de faire des grands centres de recherche en astronomie. Et par exemple, dans la Guyane française, c'est l'Agence spatiale européenne. Okay? Donc, vous voyez quand même dans ces territoires qui sont périphériques, il y a moyen d'avoir des points importants au niveau européen, parce que je suis en train de me centrer au niveau européen. Mais si on ouvre l'éventail au reste du monde, sans doute qu'on peut trouver d'autres exemples pour le reste du monde. Et donc ça, ce sont des cas dans lesquels on a situation naturelle où on peut ajouter des valeurs, des valeurs particulières, valeurs ajoutées, et donc créer évidemment un élément assez important. Ça, c'est des niches pour le développement en tant que tel. Et en plus, on a carrément ce type nouveau d'interprétation des réseaux d'innovation internationale. Dans le passé, bon, la limitation, évidemment, des communications faisait que les réseaux d'innovation, c'était surtout locaux, mais non avec toutes les différentes facilités qu'on a. On a des réseaux d'innovation qui peuvent être assez importants, OK? Et surtout, la dimension internationale aide beaucoup, par exemple, les petites îles ou les petits endroits où ils ne sont pas vraiment faciles ou proches de différents coins importants. Et donc, ça peut être un élément assez important. Même si ce n'est pas dans l'Union européenne, ce type ici de réseau international, c'est très étudié pour le cas de la Norvège. Pour le cas de la Norvège, surtout pour des cas de la Norvège qu'il y a dans les territoires plus éloignés, si on veut, mais aussi dans des petits endroits assez isolés avec pas beaucoup de connexions. Donc, dans ce cas ici, par exemple, de la Norvège, on peut arriver à avoir de créer des conditions dans lesquelles, même si la nature, en tant que condition géophysique, n'aide pas, les gens peuvent trouver des éléments qui peuvent aider pour le développement. Donc, comme on voit ce contraste clair entre ce que la théorie peut nous dire et ce que la réalité nous dit, qu'est-ce qu'on peut penser aujourd'hui de l'idée de proximité? Ou comment pouvons-nous réfléchir sur l'idée de proximité pour qu'elle soit vraiment un élément et pour qu'elle soit vraiment un élément qui nous aide à pouvoir déterminer, définir certains types d'intervention? Alors, ce que c'est clair, c'est que la proximité, on ne la peut pas penser seulement comme distance géographique. Donc, on ne peut pas penser qu'un modèle où on a les coûts de transport qui sont le clé de tout, ce modèle ici va être évidemment la clé pour résoudre tous les problèmes. Évidemment, nous avons besoin d'une idée de proximité plus élaborée dans laquelle nous avons carrément une balance entre dimension physique, dimension institutionnelle, dimension politique, sociale, que c'est important, mais il y a un point clé ici, que c'est l'interaction entre les agents. Ce que c'est important, ce n'est pas seulement donner un niveau de proximité comme ça, ex ante, exogène, mais la proximité doit permettre que les agents interagissent entre eux.
Mais les agents à différentes dimensions, c'est-à-dire les institutions, les entreprises, les consommateurs, des différents vraiment groupes d'agents qui interagissent entre eux. Donc, c'est vraiment un point important, ça. Parce qu'on verra après quelle est la difficulté qu'on peut avoir ici dans l'interaction des agents. Et finalement, aussi en termes d'organisation, c'est important pouvoir penser comment organiser un projet productif, en ligne de développement. C'est tout important pour voir derrière ça. Donc, si on peut voir, et si on parle normalement de la proximité institutionnelle, qui est celle qui normalement est importante dans ces dimensions, ben, la proximité institutionnelle est un point clair que c'est pratiquement basé à la confiance entre les agents. Et surtout, c'est une confiance en l'interaction entre les agents crée une certaine identité des territoires. Et donc, ça, c'est le capital territorial, que c'est important, qui s'établit et qui génère toutes sortes de ressources pour aller vers la second nature. En fait, bon, je l'aime bien citer, sous ce type de rapproche, c'était tout le type de rapproche qui a été développé pour Roberto Camagni, dans toute sa contribution, vous voyez, à la littérature régionale. Et la conclusion, c'était que quand on a une capitale territoriale, donc quand on a vraiment cette synergie, ce qu'on peut avoir, c'est finalement utiliser les ressources pour créer des éléments qui sont innovateurs, qui sont importants pour le territoire même. Et donc, ce n'est pas toujours réplicable comme un modèle d'un côté à l'autre, parce qu'évidemment, il y a une dimension territoriale, l'interaction entre les institutions et les agents, que c'est super importante et c'est la clé fondamentale pour le développement. Ici, quand même, nous, quand on parle d'institutionnel, on ne peut pas oublier l'importance de l'Union européenne dans les territoires de l'Union européenne. Parce que beaucoup d'initiatives qui peuvent prendre forme, c'est grâce aux fonds structurels qui sont octroyés par l'Union européenne. Et effectivement, ces fonds aident surtout ce que sont l'application de politiques qu'on appelle place-based, sont des politiques qui sont vraiment branchées et liées au territoire. Et cela vraiment permettre d'identifier les points d'intervention qu'il y a dans un territoire et donc, à partir de cela, pouvoir créer ce que sont les spécificités et des activités. Au fait, souvent, dans ce type de fonds de cohésion, il y a un contraste entre l'investissement en infrastructure et l'investissement en capital humain. Et il y a toujours l'histoire, est-ce que c'est plus rentable d'investir en infrastructure ou c'est plus rentable d'investir en capital humain? Donc, le résultat n'est pas clair directement. Pourquoi? Parce que l'investissement d'infrastructure, c'est l'investissement qui donne la rentabilité à court terme, à court terme, tandis que l'investissement en capital humain, c'est l'investissement qui donne une rentabilité à long terme. Donc, voilà, là, c'est exactement un peu balancer, l'exemple de balancer. Donc, on fait infrastructure, on fait capital humain. Proximité géographique ou autre type de proximité. Ça dépend exactement de ce que l'institution locale veut rejoindre. Okay? Ce n'est pas donné d'avance ce qu'il veut. Donc, dans ce type ici, qu'est-ce qu'on fait? Quels peuvent être les éléments de réflexion importants qu'on peut faire pour chercher de penser aux facteurs qui peuvent aider à élaborer des plans d'intervention pour donner la possibilité de créer conditions de croissance et de croissance économique en premier lieu, mais aussi de stabilité socio-économique. Si on va dans les termes géographiques, bien sûr, ce n'est pas le plus important, mais c'est quand même un élément important. Donc, la dimension des distances et accessibilité, c'est toujours un défi qu'on doit prendre en considération. Il y a un problème aujourd'hui dans ce type de défi, surtout quand on se réfère aux lieux périphériques, que c'est normalement les zones périphériques, on peut les rejoindre par avion, okay, c'est les moyens de transport qu'on rejoint. Mais il y a un problème aussi là-bas, dans le sens que les transports aériens clochent avec la dimension environnementale. Donc, effectivement, cette solution, il faut être bien pondéré, parce que si le transport aérien, évidemment, aide la proximité géographique, de l'autre côté, c'est bien clair qu'il y a des
dimension, et je fais référence surtout à la dimension de la pollution, en fait, et tous les problèmes qu'après on a avec le changement climatique, qui normalement peuvent générer et engendrer des problèmes additionnels à ce problème qu'on a aujourd'hui. Le second thème, proximité en termes de proximité d'organisation. Donc, organisation, que c'est l'interaction entre les agents pour pouvoir développer, pour pouvoir penser lignes d'intervention plus liées à la création des conditions pour donner une certaine spécificité au territoire. Sans doute, les nouvelles technologies aident beaucoup. Et ce que doit quand même faire en certaine phase et faire attention, c'est au changement démographique et à la mobilité. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, l'interaction avec des agents, ce n'est pas l'interaction avec le même type de groupe de personnes, mais la mobilité fait de façon que peut-être les interlocuteurs changent au niveau du temps. Et changeant au niveau du temps, ils peuvent avoir des priorités qui sont différentes, ils peuvent avoir aussi des aspirations qui sont différentes. Et donc, c'est là le thème que l'interaction entre les agences, c'est effectivement un thème important, mais ce n'est pas un thème clôturé dans le sens que les groupes d'interaction ne sont pas toujours les mêmes. Et le changement démographique et la mobilité nous donnent ce type de problème. Le fait qu'on a une population qui peut aller toujours vers l'âge le plus élevé, parce que c'est la pyramide démographique européenne et les différentes migrations, change beaucoup la situation locale d'interaction quand effectivement on veut mettre en place un certain débat, un certain dialogue, une certaine collaboration entre agents. Et finalement, pour revenir toujours à la dimension institutionnelle, que c'était assez important, on a un problème on a une situation en Europe qui est générée par la grande mobilité pas seulement en termes de monde européen, mais aussi international, qui sont les migrations. Et au niveau social, beaucoup de fois, on le voit surtout au niveau urbain, la migration peut créer des fractures sociales assez importantes, des fractures culturelles. Quand on a des groupes de personnes, des groupes de gens qui interagissent entre eux pour des problèmes de fractures sociales, fractures culturelles, tout ce que c'est la base de proximité d'organisation tombe. Et de là, carrément, un problème d'une Union européenne ouverte, on peut le dire comme ça, en termes culturels et en termes d'identité. Dans toutes ces dimensions, c'est à la carte, on dit comme ça, c'est vraiment sur la table et c'est une des difficultés les plus importantes aujourd'hui pour renforcer les actions en termes de proximité organisationnelle. Après, on a toujours le grand thème de réforme de l'attribution de la structure des fonds européens. Pourquoi dans le passé, beaucoup de fonds européens étaient octroyés, il n'y avait pas vraiment un suivi, donc souvent ils finançaient des activités qui finalement se révélaient pas trop effectives. Donc il y a quand même un effort pour de la part de l'Union européenne, effectivement, de faire une sélection plus sérieuse, si on dit, de type de projet, mais aussi avec un suivi plus important. Et donc c'est là sans doute pour être une dimension institutionnelle qui va vraiment t'aider et va vraiment faire la distribution d'argent, de fonds, au type de projets qui peuvent vraiment aider les communautés locales. Et voilà, donc un thème assez important, comme on a vu, les zones périphériques ou périphériques, pour le type de développement qu'on pensait, ce n'est pas vraiment clair dans la description, c'est seulement first nature, second nature, les mix des deux. Et donc, effectivement, le type de politique qu'on va appliquer ou qu'on pense appliquer devrait aussi faire ce type de réflexion. Dans le sens que, si on veut, sans doute, la façon d'être plus incisif dans la dimension de développement, dans la dimension de croissance des territoires, doivent sincèrement être, évidemment, élaborés, pensés, discutés au niveau local, parce qu'il y a toutes ces spécificités, mais surtout discutés dans les contenus, dans le sens que ce n'est pas vraiment toujours le cas de faire, de cibler un certain type de structures, certains types de dynamiques, certains types de facteurs de développement, quand en réalité, il y a les possibilités de faire aussi des cibles
mélangés ou mixés, comme on voit par exemple les types de ce que vous avez dit, non? Les niches d'innovation qui sont assez importantes, où vraiment on mélange les deux. Donc là, c'était vraiment repenser comment on va faire les interventions au niveau local, surtout quand on se réfère à l'ultra-périphérique où des fois on ne respecte pas toujours, si vous voulez, les canons et les traditionnels qu'on peut voir dans la littérature. Et comme ça, je termine. Ben, merci beaucoup, Rosella. Donc, on va discuter de la proximité, on a l'habitude. Et donc, on va tout de suite prendre des questions. On a un bon petit moment. Il y a un élément qui ne semble pas que tu aies abordé, c'est peut-être moi qui n'ai pas été attentive, hein. Tout d'abord, merci beaucoup pour ta présentation. C'est les rapports de pouvoir entre les territoires périphériques et non périphériques, qui, il me semble, sont quand même assez centraux aussi dans les dynamiques de développement qu'il peut y avoir, qui vont souvent être infusées par l'extérieur. Donc je ne sais pas par rapport à ça, qu'est-ce que tu en dis? Oui, merci Leila. Si, en fait, c'était tout dans la dimension institutionnelle. Je ne suis pas allée si tu veux, dans les détails, mais tu as tout à fait raison. Quand je parle effectivement de la nécessité d'avoir, entre guillemets, ces place-based policy, donc devant les politiques élaborées au niveau local, où effectivement les autorités locales ont le mot à dire, assez importante, lesquelles quand même, normalement, pour être financées, doivent rentrer dans une dimension plus internationale, par exemple des fonds structurels européens. Et donc là-bas, il rentre aussi ce type de négociation ou de pouvoir entre si on veut, une dimension institutionnelle plus générale, comme peut être l'État, et une institution institutionnelle plus locale. Mais je vais plus loin de ça, au niveau aussi européen. N'oublions ici que beaucoup des décisions qui sont prises à l'Union européenne sont une décision d'un compromis entre 27 États membres, avec 27 préférences, avec négociations assez importantes. Et là, c'est vraiment un débat à prendre en compte, sans doute. Et je n'ai pas abordé directement, mais c'était implicite dans ce que tu as dit. Merci. Merci, Rosella, pour ta présentation, parce que d'abord, j'ai compris beaucoup de choses, et puis ça m'a permis de faire le lien avec des choses que je fais moi. Et en travaillant sur les villes petites et moyennes, je m'aperçois que beaucoup des problématiques que tu as posées pour les îles se posent dans les mêmes termes. Proximité géographique ou pas, donc d'un grand centre urbain en particulier, ressources locales à valoriser ou attraction de ressources extérieures, gouvernance de la manière de faire les projets pour le territoire, et donc mobilisation des acteurs, innovation institutionnelle qui permettent de faire cela. Et la chose qui est importante, qui n'est pas ressortie et qui est commune, hein, c'est un des gros problèmes, c'est le changement des responsables, fréquent. Parce qu'il y a des responsables qui entament des projets, etc. Et malheureusement, dans la plupart des cas, il n'y a pas le suivi, il n'y a pas l'expertise qui continue. Or, on sait que dans le domaine du développement territorial, organiser les proximités, ce qui est le cas, c'est tout un apprentissage. Et voilà, donc en statistique comparative, on peut avoir des résultats très intéressants, mais dans les processus dynamiques qui permettent de maintenir de manière, je dirais, auto-entretenue un processus cohérent, là c'est des difficultés. Et je vois exactement les mêmes problématiques pour les deux cas de territoire, si tu veux. Oui, je suis tout à fait d'accord. Au fait, quand à final, je parlais du problème qu'on a des acteurs qui changent, c'était aussi dans cette dimension. En fait, comme j'ai eu la possibilité de dire, souvent quand on fait un investissement, on ne doit pas penser que l'investissement doit être rentable demain. Souvent, les investissements, ceux qui sont les plus incisifs pour le développement, sont vraiment à long terme. Et dans cette dimension ici, c'est très important d'avoir le même interlocuteur pour un certain longtemps. Quand on parle des institutions, par exemple les mairies ou les administrations locales, il y a un problème souvent que je vois,
ce que, bon, là, ils sont sujets aux élections. Il y a des fois que des maires sont élus et continuent en place pendant des années, et des fois que, par exemple, il y a un turnover. Mais ce que je trouve que c'est vraiment une grande perte de ressources, c'est quand on a un turnover, donc quand on a un changement, il y a des fois un côté politique pour arrêter tout ce qui a été fait, celui de l'autre parti qui était avant. Et il n'y a pas vraiment l'esprit critique, un esprit général en disant, bon, il y avait un projet qui a commencé avec ce type d'administration, mais c'est un projet tout à fait de valeur pour le territoire, et donc on veut le continuer. On dit normalement les projets avec plus d'implication du capital humain, plus d'implication d'investissement d'innovation, ce sont ceux qui, pour être rentables, nécessitent plus de temps. Et après, c'est très facile de changer en disant c'est pas moi ou c'est l'autre administration. Vous voyez, il n'a rien produit. Oui, mais il n'a rien produit parce qu'on n'a pas donné le temps qu'il produise quelque chose. Et donc, en fait, dans cette dimension, vraiment, c'est ça. La manque de continuité, mais surtout le manque d'un esprit qui va au-delà, sincèrement, de la dimension politique tant que telle. On a un changement d'administration, donc on va bloquer tous. Mais c'est vraiment le clé de ça. Juste la dernière fois que j'ai oublié d'évoquer, parce que j'ai pas mal travaillé sur la Norvège. La Norvège, c'est un pays très faible densité, hein, en fait. Ce que j'ai oublié de mentionner, et je pense que c'est important, c'est la question de la continuité territoriale et des investissements d'infrastructures qui sont faits par l'État pour justement réduire les distances géographiques et permettre cette continuité. Donc, en Norvège, tous les aéroports, toutes les villes, même de 20 000 habitants ont un aéroport, et c'est l'État qui finance. D'accord? Je ne suis pas sûr que ça soit fait de la même manière, avec des obligations pour les compagnies. Mais je peux dire, par exemple, une réalité, mais ça c'est une réalité que je connais très bien, l'Espagne, où est-ce que je vis. Il n'y a pas seulement ça, il y a quand même un contraste entre autorité locale et autorité régionale. Bon, je vis dans une région où il y a un fort ferment autonomiste. Ben, dans la région dans laquelle je vis, après 20 ans et 30, on n'a pas encore une ligne, je ne dis pas de haute vitesse, mais quand même en condition verticale qui connecte Barcelone avec Valencia. L'État aurait voulu faire depuis longtemps, les administrations locales, ils s'opposent à ça. Donc, c'est encore pire. C'est encore pire, je pense. Et donc, c'est ça l'autonomie, et c'est pratiquement ce type de contraste politique qui est seulement, si on veut dire, des fois une barrière que se met devant et qui finalement empêche vraiment de faire un pas en avant assez important au niveau, par exemple, du territoire, au service des gens, au service de la collectivité. Rosella, merci beaucoup pour cette présentation, en tout cas riche et féconde. Quelques idées qui pourraient peut-être mises au panier de la discussion. Quand tu envisages l'idée de distinguer first nature et second nature, est-ce que, enfin, on a le regard sur cette pratique au niveau des régions ultra-périphériques et d'un certain nombre de régions périphériques de l'Europe, de se dire, voilà, est-ce que c'est pas l'essence même de ce qui a été mis en œuvre par l'Europe à travers les stratégies de spécialisation intelligente pour considérer qu'il n'y a pas de fatalité et pas d'héritage des déterminismes, en clair, en disant que certes, c'est pas parce qu'on n'a rien au niveau des first nature que pour un certain nombre de régions, on n'a pas réussi à construire justement des briques qui nous permettent de mobiliser des avantages compétitifs. Il est clair que ce qui se fera dans nos territoires, ce n'est pas parce que nous sommes performants, parce que nous avons eu un avantage par les coûts, mais parce que nous aurons un avantage par la différenciation. Cette mise en œuvre a appelé une deuxième dimension, c'est que nous ne sommes pas, finalement, on a dépassé l'idée que parce qu'on était en périphérie et éloigné, on était condamné à une forme de fatalité, parce que lorsqu'on dépasse cette question de l'isolement, de l'isolat, et qu'on peut construire des réseaux, on peut à ce moment-là se dire qu'on peut retrouver l'idée des masses critiques dans la recherche, développement, Horizon Europe, etc. Enfin, on peut aller chercher cette masse critique qui, pris sous l'angle de la bouteille demi-vide, n'apportait pas de solution. Donc l'économie des réseaux, et donc sur la dimension du capital humain, et donc ça se révèle aussi sur l'économie du digital. Finalement, pour tout un ensemble de ces régions, on s'est aussi positionné sur ces secteurs où là, le coût de transport est carrément affranchi. En quatrième dimension, c'est aussi peut-être d'avoir pour ces régions de se dire, on oublie alors pour nous, mais que ce soit en tout cas le vertical vers le central Europe, et on essaie de nourrir l'horizontal avec la régionalisation. Enfin, ça renvoie toute la littérature sur le commerce international.
Est-ce que régionalisation versus mondialisation, mais là, à nous, régionalisation versus européanisation. Et peut-être que là aussi, on peut retrouver dans nos ensembles régionaux ces masses critiques ou cette proximité que nous n'avons pas. Et enfin, la dernière, qui renvoie à ces public-based policies, à se dire que est-ce qu'on a, c'est toute une réflexion qui nous traverse, enfin, qui traverse à travers toutes ces régions ultra-périphériques des outermost, en disant qu'on a la nécessité d'aller rechercher de la cohérence entre l'échelon européen, l'échelon national et l'échelon local, et de la cohérence à l'échelon horizontal entre, alors là je parle bien entendu, comme tu disais, pour les régions espagnoles, enfin les régions autonomes espagnoles, mais aussi en France, en disant comment aussi on peut, dans ces millefeuilles, avec toutes les différentes lois, faire en sorte que cette cohérence aussi puisse avoir lieu pour construire cette proximité qui soit la plus efficiente et non pas quantitativement la plus présente. Oui, un tout grand merci. Au fait, c'est vraiment dans les points. Tous les points de réflexion, ce sont des points assez importants et je trouve aussi très peu étudiés. Parce que si on va dans la littérature, on voit souvent qu'on répète toujours la même chose, on dit comme ça. Et ça sera vraiment des choses importantes à faire. Parce qu'il n'y a rien de fait, ni en Europe, ni hors d'Europe. Donc, je pense que c'est un voie aussi pour nous, chercheurs, assez important. Et je veux dire, pour ce que c'est mon expérience et pour ce que je peux voir, c'est vrai, il nous faut pas seulement de la cohérence, mais de la coordination. Parce qu'il y a des fois que, par exemple, l'Union européenne décide en certaines lignes d'intervention, l'État national un autre et les régions un autre. Donc là, et après, on arrive à la conclusion en disant oui, ce n'était pas efficace. Bien évidemment qu'il n'était pas efficace. On a trois types d'interventions différentes quand l'esprit initial s'était pensé avec un autre type d'approche. Donc, c'est important. Et là, je pense que c'est important. Et où l'Union européenne et où les États nationaux ne travaillent pas trop, c'est sur cette coordination horizontale, comme tu as vraiment dit. Donc, la coordination, par exemple, il y a certaines réalités qui sont partagées par un certain groupe d'îles, de zones, comme on appelle comme on veut, et où c'est vraiment un avantage tout court pour tout le monde si on a cette coordination internationale, locale, horizontale. Et des fois, la coordination locale horizontale va au-delà des barrières géographiques. Alors là, on va au vieux discours qui est souvent caché au sein de l'Union européenne. Okay? C'est une union des régions ou une union des nations? Ou est-ce que c'est la place de chacun d'eux? Mais là, c'est tout à fait, moi je trouve aussi un thème super riche d'analyse et vraiment très enrichissant qui mériterait. Donc je ne sais pas s'il y a des étudiants dans la salle qui ont des idées ou quand même ils veulent développer des recherches dans ce domaine, vraiment seront à la frontière, je trouve. Ce sont super intéressants. Oui, bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup pour cette conférence très riche. Je suis doctorant moi-même et justement en vous écoutant et en écoutant la dernière question de Philippe et votre réponse, il me semble, à mon cadre d'analyse, moi qui est celui des sciences de gestion, qu'on peut mobiliser le cadre d'analyse de l'intelligence territoriale, puisqu'il s'agit véritablement, dans tout ce que vous venez d'évoquer, de l'étude des rapports de force et de rivalité des parties prenantes sur un territoire, le territoire étant entendu dans différentes approches scalaires. En l'occurrence, c'est particulièrement lorsque on approche le territoire lui-même, celui de la Réunion, pour parler de notre île, les contingences régionales qui sont déterminantes du développement du territoire, mais le développement du territoire étant lui-même contingent de l'intégration régionale, et bien évidemment les rapports avec le pouvoir central, national et européen. Mais il me semble que, et je voudrais avoir votre avis, est-ce que ce que vous évoquez là, précisément au cadre d'analyse de l'intelligence territoriale, ne questionne pas les finalités du développement? Parce que quand vous évoquez la Guyane, vous évoquez précisément donc, des indicateurs économiques avec un First Nature, mais aussi une forte valeur ajoutée à travers le Centre spatial européen. Pourtant, tout cela nous amène à des indicateurs qui sont plutôt de nature économique. Si. Et ces indicateurs de nature économique sont très en contradiction avec la réalité des populations. Et on a, sur le terrain de la proximité, mais de façon symbolique, le sentiment que la création de valeur n'est pas une notion de proximité pour les populations. Or, précisément, de votre point de vue, donc, est-ce que, et André Thor, sur les questions de développement territorial, évoque le sujet aussi, c'est cette question de finalité du développement qui finalement est en creux de toute votre conférence. Oui, au fait, moi, sincèrement, si vous voulez, derrière de ça, pour moi, la finalité du développement, c'est la finalité du développement soutenable et au service des gens. Alors, quel est le problème de ça?
Et je l'ai dit quand j'ai pris les indicateurs qui sont disponibles aujourd'hui, avec tous les points problématiques. Là, c'est un autre problème assez important, c'est que au niveau des statistiques européennes, donc des statistiques comparables, parce que évidemment, peut-être au niveau local, on a beaucoup de statistiques, tout ce qui va au-delà de l'économique, il n'y a rien qui a un suivi. Peut-être on a une enquête un jour, une année qui traite un problème et après, on n'a plus de suivi. C'est là. Comme cela, c'est un gros manque, c'est d'avoir des éléments ou des éléments, je ne dis pas quantitatifs parce que ce sont des indicateurs normaux, ce sont rien d'élaboré ça, mais quand même avoir des éléments qui permettent d'avoir un certain type d'image dans certains territoires à un certain moment et son évolution, par exemple, comment échanger, je ne sais pas, l'indicateur de distribution de la richesse au niveau régional d'un moment à un autre. Là, il n'y a pas. Donc là, c'est vraiment un manque assez important. Il y a, mais il n'y a pas de continuité. Et donc, je reviens exactement à ce que vous avez dit. Il n'y a pas de continuité des fois. Des fois, il y a des initiatives qui sont prises dans un moment et après, on perd totalement les traces. Et ça, c'est un manque assez important parce que moi, je parle de développement, mais quand je parle de développement ici, évidemment, le premier impact, c'est le développement économique parce que c'est celui qui, d'une façon assez imprécise, mais on peut voir, on peut constater, mais il y a quand même un développement social. Moi, je ne sais pas dire si une initiative, par exemple, d'offrir un service d'attention primaire à tout le monde gratuit, universel, quel peut être l'impact, peut être l'impact. Je n'ai pas des éléments pour le développement, mais c'est tout à fait important, vous savez. Et quand donc je parle du développement économique au premier lieu, c'est parce que j'imagine, et l'expérience nous dit, que quand on a un développement économique avant toute chose, après on a quand même des initiatives versus un développement social, versus un développement humain, un truc comme ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'informations pour le suivre. Pas d'informations qui nous met vraiment dans une condition de faire un suivi sérieux. Un suivi que ce n'est pas seulement un suivi des pièces d'articles qui sortent de périodiques, des journaux qui disent ça parce qu'un numéro, un chiffre, quelque chose évidemment qu'on peut s'appuyer. Et ça, c'est tout un travail à faire vraiment au sein de l'Union européenne, des pays, des régions, des villes, parce qu'on a vraiment des réalités, surtout au niveau des villes, assez importantes. Et sincèrement, c'est ça un peu la problématique. Que c'est tout à fait une dimension assez importante. Il manque de la réflexion sur ça, et ça évidemment, mais surtout, une fois qu'on a fait la réflexion, être, comment dire, positive et propositive dans l'initiative à prendre. Mais on ne va pas faire le risque de faire des initiatives sans avoir un suivi, sans savoir si effectivement cette initiative a produit des résultats ou pas, sans savoir si cette initiative a produit plus de dégâts ou pas. Et je n'arrive pas à dire les coûts-bénéfices, ça c'est haute dimension. Mais si vraiment elle a produit quand même quelques types de ressources ou quelques types d'initiatives, des résultats qui les gens peuvent profiter. Par exemple, je suis en train de travailler maintenant, un peu lié à ça, sur les problèmes de la fracture culturelle à Barcelone, donc la ville dans laquelle je vis. À Barcelone, on expérimente une entrée d'immigration européenne, internationale, etc., très importante. Mais il n'y a pas d'éléments qui nous permet de dire s'il y a fracture culturelle ou moins. Il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire. Normalement, fracture culturelle, c'est de dire, bon, est-ce qu'on a des gens de différentes extractions culturelles qui participent, par exemple, au même centre culturel, vont à la même école, se trouvent au marché, discutent. Ben, on n'a pas des éléments pour suivre ça. L'unique élément qu'on a, c'est de dire, bon, on a pratiquement la proportion, la quota d'immigrés roumains qui vivent dans certains types de quartiers. Oui, mais ça ne veut rien dire. Donc, c'est ça un peu la problématique. Donc, on veut faire des initiatives au niveau de la ville, parce que ça, c'est des initiatives de la ville, pour favoriser l'intégration des gens, des personnes, etc. On le fait sans doute, mais où est-ce qu'on va? Quelle est la nécessité? Et si je n'ai pas d'information objective dans laquelle je peux travailler, c'est un peu compliqué. Oui, merci pour votre présentation très claire. Et oui, alors ma petite réflexion, elle est de cet ordre. Fonder une stratégie de développement territorial sur la proximité, ça ne procède pas de la génération spontanée. Je veux dire, ça nécessite notamment une capacité d'ingénierie pour concevoir, développer, monter des projets.
Alors moi, je fais le parallèle, tout à l'heure Abdellah faisait le parallèle avec les petites villes, mais moi, je fais le parallèle avec les territoires peu denses, les ruralités. Et en France, actuellement, il y a une problématique très forte, justement, qui est développée autour de cette question de la capacité d'ingénierie des territoires et des lacunes en termes de capacité d'ingénierie des territoires. Est-ce que on retrouve le même type de problématique dans les, enfin, je le suppose, hein, mais je vous pose la question en présupposant un peu la réponse. On doit retrouver le même type de problématique dans vos régions ultra-périphériques, même si on a une palette de densité, un spectre de densité très large. Hein. Oui. Oui, oui, on retrouve ça, mais je vous dis aussi ça. Par exemple, bon, autre réalité que j'expérimente en Espagne exactement, eh bien, les zones ruraux et les problèmes qu'on appelle l'Espagne vacía, c'est-à-dire l'Espagne vide. Toute la problématique qu'il y a là derrière, c'est quand même évidemment donc comme repenser le rural. Et je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais par exemple en Espagne, bon, on a des petits villages de 10, 20 personnes, normalement âgées, normalement sans service. Il y a un petit camion que c'est la banque qui passe 2 fois par mois et qui va faire la gestion parce qu'en plus, quand on est personnes âgées, on n'est pas très familiarisé avec les nouvelles technologies, des trucs comme ça. Et oui, là oui. Il faut vraiment, ça c'est un autre boîte noire, on dit comme ça, ouvrir. Et là vraiment, et il y a toujours, comme vous dites très bien, des spécificités assez importantes qu'on voit au sein de l'Europe. En fait, si on commence à rentrer dans tous les pays, maintenant, comme je disais avant, pas seulement les pays, mais des zones qui peut-être peuvent être à la frontière entre deux pays, je ne dis pas le contraire, mais ce sont des zones qui ont un certain type de problématiques. Et là, il faut faire de l'ingénierie. Ça, sans doute. Oui. Ma question est la suivante. Je suis de l'Université de Guyane et je suis étudiant de questions industrielles relativement avec l'industrie spatiale. Et je me pose beaucoup de questions en appréciant énormément votre présentation. Est-ce que dans les dynamiques de proximité, on est si proche parce que géographiquement on est proche? Je ne suis pas sûr. Non, c'est ça un peu les messages que je voulais dire. Et que alors, pour pouvoir faire du développement industriel, d'autres signaux permettent de se rapprocher. Pourtant, sur le plan géographique, on peut être très lointain. Alors, on prend les exemples, l'industrie du pétrole, l'industrie de l'or, l'industrie spatiale, et des pays qui, apparemment, des zones qui pourraient être considérées comme proches, sont très lointains. Voilà ma question. Si, voilà, je partage complètement votre avis et au fait, là, ça m'amène aussi à faire une petite réflexion qui peut-être n'est pas sortie par là, mais quand même c'est implicite. Comme dans le cas de la Guyane, mais comme dans le cas des Canaries. Donc, quand on a la possibilité de faire un développement qui passe pour une création d'une initiative qui est au-delà du pétrole, on dit comme ça, ou des ressources naturelles, là, la chose importante, c'est effectivement que le territoire y participe. Donc, que l'activité qui, pour des raisons X, viennent s'établir dans cet endroit, ne reste pas pratiquement une île dans les ZR. Donc là, l'importance de l'interaction avec les agents locaux, le fait que, par exemple, là, je dis le cas de l'astronomie en Canaries, que je connais plus bien, meilleur. Mais par exemple, qu'il y a tout un service des clientes, des provisions de matériel, des trucs comme ça, locaux, interactions locaux. Chose que, par exemple, quand on parle au pays du Golfe, donc du pétrole, il n'y a pas. Il n'y a pas ce type de perception, il n'y a pas ce type. Et donc, comme c'est là, une ressource naturelle a une fin à elle-même. Elle n'a pas une fin qui va plus loin de ce qu'est son exploitation, basiquement. Et donc, non, je partage complètement votre avis de ce point de vue. Merci Rosella. On va prendre une dernière question avant le repas. Oui, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Patrick, merci à vous. Université de Strasbourg. Voilà, j'ai une question concernant une de vos diapositives qui m'a interpellé lorsque vous parliez des activités de niche. Alors, vous avez proposé 2 exemples de régions ultra-périphériques qui ont développé des activités de niche. Ce sont les îles Canaries avec l'Observatoire astronomique et la Guyane française avec le lanceur à Kourou. Alors, ces 2 exemples m'ont un peu interpellé parce que
j'ai bien l'impression que ces deux territoires ont bénéficié d'une spécificité géographique, hein, la proximité de l'équateur pour Kourou, etc., mais que finalement, le développement de cette niche n'a pas été voulu, enfin, n'a pas été mis au point par la population locale. C'est-à-dire que c'était plutôt de l'exogène que de l'endogène. Et donc, ma question était de savoir, est-ce que vous connaissez des territoires ultra-périphériques qui ont développé de manière endogène des activités de niche? Alors, ce n'est pas des îles, mais ce que tu disais justement de l'Australie. Donc, quand vous avez pratiquement la part des pertes, donc l'industrie culturelle qui s'est développée de là, c'est parce que pratiquement, donc à perte, il y a un certain type de nature ou de conditions naturelles pour faire des activités sportives, mais aussi pour faire du tourisme assez particulier. Et là, il a attiré notamment des peintres, des peinteurs. Et à partir de là, donc, on a eu, donc là, les cas. OK, je répète, l'Australie, ce n'est pas vraiment une région périphérique, mais c'est quand même un cas. Donc, à partir de ça, mais la différence, par exemple, de ce que ça arrivait là en Australie par rapport au cas ici, c'est que là, c'est une activité qui a été, si on veut, demandée par le marché lui-même. Donc, ce n'était pas vraiment une activité qui est arrivée parce que quelqu'un il a mis exogène. L'Agence spatiale européenne a décidé d'installer les centres spatiaux en Guyane pour les raisons qu'on sait, Équateur, etc., etc. Mais alors là, je reviens à ce que je venais de commenter. En fait, c'est comme dans les cas d'un investissement étranger. Quand on a un investissement étranger dans un territoire, il arrive, et personne ne le demande, il arrive exogènement. Alors là, vraiment, il est très intéressant comment le territoire réagisse. Il réagit dans le sens, il se pose je n'ai pas en discussion, mais il cherche un dialogue ou il ne cherche pas un dialogue. Il cherche une coopération, il ne cherche pas un dialogue. Il y a un livre assez ancien, je pense, fin des années 80, début des années 2000, où il comparait vraiment des développements régionaux où il y avait des investissements étrangers. Ce n'est pas des cas comme ça, mais on est plus ou moins stable. Que c'est les cas d'Irlande et les cas du Pays de Galles. Les cas du Pays de Galles, les investissements ont trouvé investissements étrangers. Institutionnellement, l'autorité locale a demandé expressément à les entreprises qui arrivaient de créer des liens avec des producteurs locaux. Donc, s'ils devaient produire, ils devaient chercher les pièces localement. En Irlande, ce n'était pas comme ça. Et donc, quand on a eu la grande crise des années 2008 comme cela, l'Irlande, il a souffert beaucoup, surtout les emprunteurs, les gens locaux, tandis qu'au Pays de Galles, il n'a pas eu ce type d'impact. Donc, c'est un peu cela qui va. Mais il y a des cas. Si on va dans la théorie du commerce international avec les investissements étrangers, on a sans doute ce type de résultats. Alors, on avait une question, c'était bien, ça nous fait la transition par rapport à l'année prochaine, hein, puisqu'elle est posée par Patrice. Et c'est l'Université de Strasbourg qui va organiser le prochain colloque de la SRDLF. Donc, l'année prochaine, on sera à Strasbourg à cette date-là. On pourra continuer cette discussion, sans doute. Et donc, merci Rosella. Merci à tout le monde.